que si vous avez un poisson rouge, assurez-vous d'avoir un bocal qui filtre les infrarouges, sinon il risque d'apprendre des secrets d'État. Les lasers, c'est une technologie, clé pour les futures dizaines de milliers de satellites, voire centaines de milliers. Alors faisons un peu de physique, parce qu'évidemment, maintenant on commence à toucher aussi, au domaine de la quantique. Ouais, merci pour ce mal de crâne, Jonathan. Avec plaisir. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helveti Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnin, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Et bienvenue dans l'épisode 9 d'Orbit Watch avec Eric Butlander. Bonjour Eric. Bonjour à tous et bonjour à toi, Jonathan. Alors aujourd'hui, notre thème principal sera les télécommunications laser dans l'espace. Mais avant cela, nous allons passer par quelques brèves, évidemment, qui parlent des risques posés par les objets connectés, une update sur les satellites Yaogan qui vont dans des orbites rétrogrades. On va parler aussi de Pave Space, évidemment, encore une fois, et vous savez sans doute pourquoi, de Starshield, et on engagera finalement sur les lasers. On commence tout de suite avec notre première brève. Le 13 mars, le porte-avions Charles de Gaulle a été repéré sur Strava. Alors pour ceux qui l'ignoreraient, Strava est une application pour enregistrer, traquer et partager ses performances sportives comme le jogging en y enregistrant nos traces GPS. Un officier français a fait son footing sur le pont du porte-avions, sans doute avec sa montre connectée, et sa course a été automatiquement téléchargée, ou je dirais plutôt téléversée sur Strava. Son profil étant public, tout le monde pouvait voir un joli trajet de footing en forme de spirale, puisque le bateau avançait en même temps qu'il faisait des tours, en pleine Méditerranée. Alors, ça fait sourire, mais ne nous moquons pas, car ce n'est ni la première ni la dernière fois que ça arrive. Oui, en effet, Jonathan, tu as tout à fait raison. Et il y a déjà eu des cas notoires comme celui des Strava Heatmaps. Ce sont des cartes qui montrent, la densité d'activité sur un fond satellite et qui ont révélé déjà en 2018 la position de plusieurs bases, américaines ou même des chemins de patrouille qui étaient en Afghanistan, en Syrie, en Irak et au Niger. Donc, c'est très important que l'armée suisse, par exemple, insiste sur les instructions dites de sécurité intégrale que, évidemment, beaucoup de recrues trouvent, très ennuyantes, mais en fait, elles ont des impacts, concrets. Cela étant, bon, même si dans ce cas-là, pour le porte-avions Charles de Gaulle, c'est embarrassant, moi j'aimerais quand même rappeler qu'un porte-avions, bah, c'est pas si difficile que ça à trouver. Entre les émissions radio, radar, sonar, le fait qu'on puisse le trouver sur les clichés satellites en source ouverte, parce que bon, c'est quand même un bateau de plus de 40 000 tonnes avec son escorte, et que le président français lui-même a été à bord dire qu'il était au large de Chypre. Donc dans le cas présent, c'est quand même un peu anecdotique. En effet, donc un fait divers intéressant sur quelque chose qui, dans le fond, est important, mais rien de grave. On passe à la prochaine brève, PaveSpace qui lève 40 millions de dollars. La startup suisse dont nous avons parlé lors de l'épisode 7, qui développe un Kickstage orbital, PaveSpace, a levé 40 millions de dollars pour développer ce dernier. Cette entreprise, dont la directrice est une passionnée d'espace de 26 ans, enchaîne donc un deuxième jalon de giga Tchad en levant une somme extraordinaire, au sens littéral du terme, pour une entreprise sur le continent européen. Néanmoins, relativisons un petit peu. Oui, alors 40 millions de dollars, c'est vrai, lorsqu'on le lit, une entreprise spatiale américaine a levé 40 millions de dollars, c'est une journée comme une autre, on peut dire, hein. Même peut-être même une petite journée si ces fonds viennent de la Space Force. Mais en Europe, ce sont des investissements privés dans le spatial, c'est beaucoup plus timide et c'est donc revitalisant de voir que, bah, les choses bougent, en particulier en Suisse. Et c'est aussi un signe, de l'intérêt de Pave, qui est encore une start-up. Ça veut dire qu'elle a un sujet qui est intéressant et un signe aussi que l'Europe est loin d'avoir dit son dernier mot dans cette course à l'excellence technologique. La plateforme que Pave développe, qui s'appelle Lioba,
C'est un taxi orbital qui permet de faire monter un satellite en orbite géostationnaire depuis l'orbite basse en moins de 24 heures, au lieu des habituelles 2 semaines lorsque les satellites utilisent de la propulsion chimique, ou jusqu'à 1 an, et à ce moment-là, effectivement, c'est très long, dans le cas de la propulsion électrique. Bref suivante, une petite update sur Yaogan 50. Alors, souvenez-vous, dans l'épisode 2, nous avons parlé de Yaogan 51, un satellite de renseignement électromagnétique chinois, hein, comme son nom le laisse entendre, placé en orbite basse rétrograde, c'est-à-dire qui tourne à l'inverse de la rotation de la Terre. Eh bien, le 15 mars 2026, un second Yaogan 50 a été lancé sur cette même orbite, et le duo se trouve maintenant sur une orbite dont la trace au sol se répète chaque jour. Ces satellites servent sans doute à l'imagerie radar, hein, qu'on appelle SAR pour Synthetic Aperture Radar, et l'ajout d'un satellite sur cette même orbite permet donc de multiplier le nombre d'images prises d'une zone d'intérêt, par exemple Taïwan. Si les Yaogan, de manière générale, sont décrits officiellement comme des satellites d'observation de la Terre et de prévention des catastrophes, ne nous faisons pas d'illusions, ils ont un grand potentiel d'usage dual, c'est-à-dire civil et militaire. Oui, tu as raison. Alors, la Chine, elle poursuit avec consistance, hein, on va dire, la prolifération de ses moyens de renseignement militaire en orbite. Mais pour ceux qui connaissent pas très bien ou peu le spatial chinois, il faut quand même le rappeler, Yaogan, c'est un petit peu un panneau que l'administration chinoise met sur tous ses satellites de renseignement, officiellement civils, mais c'est exactement la même chose que ce que font les Russes qui appellent leurs satellites étatiques Cosmos, ou les satellites des Américains qui s'appellent USA ou NROL. Au final, ce sont bien des satellites de renseignement. On continue à parler de prolifération de satellites de renseignement avec un petit point sur Starshield. Eric. Alors, comme on le disait, hein, les USA font aussi proliférer leur capacité dans l'espace, en particulier donc avec cette constellation Starshield. Alors, ce sont des satellites, contrairement à ce qu'on pense, qui ne sont pas des satellites de communication, mais bien des satellites d'imagerie. Ils sont un petit peu plus grands que les Starlink, ils sont opérés par la NRO, le National Reconnaissance Office. Et le dernier paquet, de Starshield a été lancé le 17 janvier 2026. Alors c'est une constellation qui est placée très légèrement au-dessus de la couche 2 de Starlink. Ils sont étroitement opérés avec la constellation Starlink, mais ce sont quand même des satellites gouvernementaux. Ce sont des satellites qui sont quasiment dissimulés dans les presque 10 000 Starlink qui sont en orbite et qui représentent une capacité très, très importante de renseignement pour les USA. Oui, et du reste, les Starshield sont catalogués. Le centre de compétences espace estime qu'il y en a environ 214 répartis sur 18 lancements, dont certains n'ont pas été annoncés. Et il est très difficile d'obtenir leurs données orbitales, qui sont évidemment pas publiées. On estime néanmoins que ces satellites sont répartis sur 11 plans orbitaux, inclinés à environ 70 degrés, avec 9 à 10 satellites chacun. Cela ne représente même pas tous les satellites qui ont été lancés de cette constellation, mais ça permet déjà de prendre plusieurs images par heure pour tout emplacement sous les latitudes, hein, de 70 à 75 degrés, respectivement au-dessus, hein, de celle de latitude équivalente du sud. De plus, il est très probable que les Starshield bénéficient de la liaison intersatellite de Starlink permettant de télécharger les images en temps réel, un atout critique pour la communauté du renseignement américain et par extension à la communauté des Five Eyes, donc les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. On passe à notre dernière brève qui fera office de transition pour notre sujet principal. Guangxuan 1 et 2 des satellites de télécommunication laser. On termine donc ces brèves avec le test par l'entreprise chinoise Hongqin de transmission optique à très haut débit dans l'espace. Cette technologie, qui se répand de plus en plus, mais qui reste techniquement complexe et chère, utilise des lasers pour transmettre des informations entre satellites, ou entre le sol et un satellite. Dans ce cas-ci, le duo de satellites, baptisé Guangxuan, ont transmis 14,4 téraoctets, vraiment mettez-vous ça dans la tête, 14,4 téraoctets de données en 6 minutes et 44 secondes, hein, soit un débit de 400 gigabits par seconde. C'est 2 fois plus que le lien intersatellite optique de Starlink. Oui, alors ce qu'il faut mentionner, c'est que ce sont des liens, intersatellites avec 2 unités qui se trouvaient à une distance quand même de plusieurs centaines de kilomètres l'une de l'autre, et ils ont effectué des manœuvres coordonnées, le 11 mars. Il est donc possible que ces tests, soient un prémisse pour des tests plus complexes de manœuvres conjointes et de communication optique qui soient effectués à l'avenir.
Ça laisse présager un usage de cette technologie, en particulier dans les futures constellations de communication chinoises. Et alors, on va en reparler tout de suite, mais c'est un petit peu à l'image de ce que préparent les opérateurs aussi occidentaux avec leur réseau intersatellite, et l'Europe, n'est d'ailleurs pas en reste, puisque la même semaine que ce test chinois, l'ESA a testé, de son côté un lien laser entre un avion dédié en vol, d'un avion dédié à la recherche et un satellite, géostationnaire, donc à 36 000 kilomètres d'altitude, avec un débit obtenu au final qui est quand même exceptionnel à 2,6 gigaoctets par seconde. Exceptionnel parce que c'est beaucoup moins que celui des satellites chinois, mais le signal a dû traverser l'atmosphère et quand même plus de 35 000 kilomètres de vide. Ce qui est absolument énorme. On fait la transition pour notre thème de la semaine. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opération spatiale, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. Comme indiqué plus tôt, on reste sur le thème des communications intersatellites laser. Alors, entrons un tout petit peu dans le détail, qu'est-ce qu'un lien de télécommunication laser entre les satellites? Eh bien, l'émetteur pointe un laser, hein, comme on le connaît tous, vers le récepteur qui, lui, a un petit capteur optique, en gros un mini-télescope, et qui va recevoir des pulses du laser. Donc c'est souvent quelque chose qui est modulé en ce qu'on appelle on-off king, c'est-à-dire on a une information s'il n'y a pas de lumière, on a une information s'il y a de la lumière, avec quand même des schémas binaires un peu différents que juste le 0 égale 0 le 1 égale 1 pour s'assurer que l'information soit bien transmise. Il est même théoriquement possible de moduler la phase de la lumière, étant donné que dans un laser, la lumière est cohérente et donc d'atteindre des débits monstrueux. Cela dit, comme on l'a dit, hein, il faut pointer son laser vers le récepteur et le laser restant un faisceau très étroit, il faut être très bien aligné, sinon on ne reçoit rien. Finalement, je précise que la longueur d'onde utilisée est généralement dans les infrarouges, donc quelque chose que nous ne voyons pas, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde ou de toutes les espèces vivantes, disons, et on en reparle à la fin. Oui, alors, on pourrait se dire que ces liens laser, c'est quelque chose de très nouveau et en réalité, c'est une technologie qui a été testée, dans l'espace, il y a maintenant quand même 25 ans et c'était, par l'ESA, avec un terminal qui s'appelait SILEX entre des satellites qui s'appelaient Artemis et Spot 4, donc satellite d'observation, de la Terre. Et en réalité, ça a été, utilisé de façon effective à partir des années 2010 et jusqu'à 2020, en particulier par les satellites, d'observation de la Terre qui, prenaient énormément de données, donc des images, hein, tout simplement, en orbite basse et qui les transféraient ensuite par lien laser vers l'orbite géostationnaire, avec un satellite géostationnaire qui faisait office de relais, vers des stations au sol, fixes. Donc, ce satellite, géostationnaire faisait ensuite, transférer les données en bande Ka et Ku. Donc maintenant, depuis 2020, tout ça, ça a beaucoup évolué avec l'utilisation massive désormais de liaisons intersatellites de grandes superconstellations comme Starlink, qui en est équipée depuis sa deuxième génération, mais aussi, Amazon Leo par exemple, les nouveaux satellites, d'Amazon. Il y a quand même plus de 200 unités et même la première génération est équipée de liens intersatellites. Donc les débits, ne sont pas toujours les mêmes. Ça montre un petit peu l'avancement de certains opérateurs qui ont des technologies plus avancées que d'autres et certains avancent très, très vite et notamment, SpaceX qui, encore une fois, propose maintenant un laser intersatellite, as a service comme on dit. C'est-à-dire qu'ils proposent de louer, des terminaux, intersatellites pour pouvoir se greffer sur le réseau Starlink et donc intégrer leur réseau de données. Mais il y a d'autres projets,
Et maintenant, tous les grands projets de grandes superconstellations vont intégrer, des liaisons laser. C'est le cas, par exemple, de Telesat Lightning qui a annoncé cette semaine proposer des liens satellites, laser, super puissants pour de futurs usages dans la défense. Les liaisons, elles vont se multiplier, que ce soit entre les satellites eux-mêmes, mais aussi, et c'est ce qu'on a dit, tout à l'heure, entre les satellites en orbite basse et les stations au sol. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué parce que, notamment, pour une raison très simple et physique, ça ne marche pas très bien s'il y a des nuages. Oui, merci Eric. Alors, tu as bien montré en fait l'évolution de la technologie dans ces premiers tests, jusqu'à maintenant utilisation qui se répand de plus en plus et avec toujours en fait, pour garder un peu d'humidité face à ces débits de données faramineux, ça ne marche pas s'il y a des nuages. Heureusement, ce n'est pas un problème pour les liaisons entre les satellites. On se pose donc la question à l'avenir. Qu'est-ce que ça va devenir? Eh bien, on voit clairement la tendance maintenant, ça se généralise et donc ça va se généraliser de plus en plus avec l'arrivée très attendue de technologies comme la distribution de clés quantiques par des liens optiques polarisés. On pourra vraiment des communications qui sont extrêmement robustes. On parle de Space Data Highway, donc d'autoroutes de données dans l'espace qui fourniront en plus, hein, des communications, une architecture complète pour les données loin de la surface de la Terre. Donc il y aura des données générées, traitées, digérées et peut-être ensuite peut-être supprimées ou archivées entièrement dans l'espace. Donc évidemment, dans le cadre des communications sécurisées, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, il y a cette phase de l'échange de clés, hein, que tous les ordinateurs font aussi sur internet. Et donc, on veut naturellement éviter, les attaques du type man in the middle, quelqu'un qui se trouve au milieu, hein, ce qui est aussi faisable sur les liens, sans câble évidemment et optique aussi, même si l'optique a l'avantage d'être, extrêmement, faisceau extrêmement fin et donc est très difficile à intercepter. Mais donc cette phase est très importante et si on se projette dans l'avenir et qu'on pense à des volumes de données énormes qui sont échangés en tout temps et qui sont sensibles et sur des kilomètres et des kilomètres sur des liens optique, eh bien, on veut être sûr que cette transmission est sécurisée. Alors faisons un peu de physique, parce qu'évidemment, maintenant on commence à toucher aussi au domaine de la quantique. Alors je vous préviens, je ne suis pas un expert là-dedans, mais prenons un photon. Un photon est polarisé. Mettez vos lunettes de soleil polarisées, prenez votre téléphone et si vous le tournez de 90 degrés, normalement, vous voyez slash, vous ne voyez plus du tout. C'est ça la polarisation. En quantique, la polarisation d'un photon est entre grosses guillemets «aléatoire» ou du moins avec une probabilité d'être l'une ou l'autre, jusqu'à ce que l'on observe le photon, avec un récepteur qui lui est orienté dans une certaine direction connue, déterministe. Donc la polarisation exacte n'existe et n'est révélée que lors de la mesure. L'idée est la suivante, c'est de transmettre des photons polarisés, pour l'échange de clés donc, dont un seulement un récepteur orienté, de la bonne manière, si je puis dire, va les mesurer dans les conditions correctes pour être capable d'obtenir le «message» entre guillemets correct. Ainsi, tout intercepteur qui va venir se glisser entre les 2 pour attaquer ou intercepter les signaux, eh bien, il aura à coup sûr pas les bonnes conditions pour pouvoir obtenir le bon message en mesurant les photons qu'il va intercepter et donc s'il tente d'interagir avec le système, ces clés seront fausses et on pourra se rendre compte que c'est un intrus. Je vous rappelle que c'est vraiment une vulgarisation technique et que là, quand je commence à vous parler de quantique et en plus d'applications dans la cryptographie de la quantique, je sors de loin de mon domaine de compétences, donc pardonnez toute erreur. Ouais, merci pour ce mal de crâne, Avec plaisir. heu, donc c'est bon, je trouve quand même important de rappeler que ces technologies de distribution de clés quantiques, qu'on appelle le QKD, bah, c'était encore un petit peu, à ses balbutiements, comparé en particulier aux liaisons «laser, pures» entre guillemets, sur lesquelles comptent aujourd'hui les grandes constellations. Mais il y a quand même de nombreux développements sur le sujet. En particulier, on l'a vu, dès cette semaine, du côté des stations au sol. Il y a Officina Stellare qui va installer un télescope spécialisé en Espagne, ou l'entreprise, suisse, WaveSat, qui a annoncé envoyer, 100 satellites à l'horizon 2030-2033 pour un projet de cloud et de communication, quantique. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, ces autoroutes de données, elles se multiplient, elles vont continuer de se multiplier et ça va évoluer de semaine en semaine. Donc c'est un sujet très chaud, ça va très vite. L'Europe aura ses liaisons laser, en particulier avec sa constellation sécurisée, Iris Carré ou Iris Square.
l'entreprise, canadienne Kepler qui travaille également sur le sujet comme on l'a vu, la Chine, les États-Unis qui font la course pour des débits qui n'ont clairement plus aucune frontière, sinon éventuellement celle d'être, raisonnables. Et les lasers, c'est une technologie, clé pour les futures dizaines de milliers de satellites, voire centaines de milliers, que projettent d'envoyer les entreprises en orbite, d'ici 2030 et 2040. Alors, mieux vaut finalement qu'on ne voit pas, nous, dans l'infrarouge, parce que sinon ça va piquer les yeux. Et sur cette sagesse, je tiens à vous dire que si vous avez un poisson rouge, assurez-vous d'avoir un bocal qui filtre les infrarouges, sinon il risque d'apprendre des secrets d'État. Voilà donc pour l'épisode 9. Merci de l'avoir écouté et on vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. À bientôt!